Bon, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, on va poursuivre notre chapitre 4. On s'est arrêté au test de fouillage. Donc, je vais passer le slide du test. Agrandir le slide. Donc, on a vu ça ensemble. L'éprouvette n'est initialement pas chargée. Donc, on n'a pas de charge à l'état initial. Elle est en équilibre et son matériau constitutif est alors dans son état naturel. Donc, à l'instant T0, on impose un échelon de contrainte d'amplitude sigma 0. Donc, c'est une contrainte constante. Donc, on la maintient constante, c'est-à-dire elle n'est pas reliée ou bien subordonnée au temps. On observe la réponse unie avec sa correspondance, c'est-à-dire l'évolution dans le temps ou l'histoire de la déformation longitudinale epsilon, supposée homogène dans l'éprouvette, comptée à partir de l'état naturel pris comme référence géométrique. Donc, on va voir, c'est-à-dire l'explication de cet essai. Donc, l'essai de fouillage, c'est quoi? C'est-à-dire l'application d'une contrainte qui n'est pas subordonnée au temps, mais elle est en fonction, c'est-à-dire on va appliquer sigma 0. Donc, c'est l'application. Mais sigma, la contrainte en général, elle est liée à une fonction h liée au 0. Donc, elle est fonction de t plutôt. Donc qu'est-ce qu'on va observer? On va observer l'évolution de la déformation en fonction du temps. OK? Dans ce cas, nous pouvons écrire l'histoire de la sollicitation sous la forme suivante. Donc, on peut écrire que sigma t égale à quoi? Égale à sigma 0 fois h. H, c'est t moins t0, c'est-à-dire l'intervalle du temps, égale à sigma 0 fois h, qu'on appelle ht0. Donc, ht0, c'est-à-dire il y a deux cas. Ou bien, elle est égale à 0 si t, c'est-à-dire est inférieur à t0, c'est-à-dire avant l'application de la charge. Donc, avant l'application, on avait sigma 0 égale à 0. Donc, automatiquement, on aura ht0. Donc, on aura égal à 0. Donc, on n'a pas, donc t moins t0 directement égal à 0. Donc, t égale, c'est-à-dire 0. Donc, t égale à t0 égale à 0. Donc, si elle est supérieure à t0, t est supérieur, donc on aura h égale à 1. Donc, automatiquement, on aura sigma de t égale à sigma 0. Donc, c'est ce qu'on appelle, c'est-à-dire c'est la fonction de Heaviside. Le h, c'est Heaviside. Donc, la réponse viscoélastique en termes de déformation se met sous cette forme. Donc, on peut écrire que la déformation égale à J, qui est dépendant de T0 et T fois sigma 0. Donc, J, on a vu, c'est la complaisance du fluage. C'est-à-dire, on peut l'appeler aussi G, parce qu'elle est en fonction de T0, donc on l'appelle G, T0, sigma 0, donc T, donc G, et elle est appelée la fonction de retard ou bien la complaisance de fluage. Donc, elle a deux noms. Une complaisance de fluage J permet de déterminer la variation de la déformation epsilon dans le temps pour la contrainte appliquée sigma. Donc, c'est une fonction du temps. Donc, on peut l'écrire comment? J égale, c'est-à-dire c'est une déformation, égale à epsilon sur sigma 0. Donc, si vous vous souvenez, on a vu que J, c'est-à-dire à l'état élastique, on écrivait J, c'est-à-dire tout simplement égale à epsilon sur sigma 0. Mais cette fois-ci, on l'appelle J complaisance T, c'est-à-dire à une fonction du temps. Donc, qu'est-ce qu'on aura? On aura J égale à epsilon, ce qu'on voit, c'est-à-dire ici, sur sigma 0. Donc, on aura quoi? On aura, c'est-à-dire à l'instant T 0, on aura, c'est-à-dire l'évolution de J. Donc, pour, c'est-à-dire un certain temps T, donc elle reste toujours, c'est-à-dire pour l'instant T, donc on aura J à l'état 0. Ensuite, il y a une courbure ici. C'est ce qu'on appelle la complaisance, parce qu'elle est liée au temps. Donc, jusqu'à l'infini, où elle est égale à la complaisance élastique. À l'infini, elle est égale à la complaisance élastique. Donc, on n'aura pas, c'est-à-dire il y a un certain temps que, c'est-à-dire elle va rester constante. Donc, elle n'est plus liée au temps. Considérons une expérience de fluage dont l'histoire de chargement est représentée à c'est-à-dire cette figure. Donc, si on a cette figure, c'est-à-dire ça, c'est l'histoire. Lorsque je dis l'histoire, c'est-à-dire en fonction du temps. Donc, l'application de la contrainte à un temps t égale à tout. Donc, on aura quoi? On aura une, c'est-à-dire sigma. Donc, qu'est-ce qu'on aura? C'est-à-dire, pour un niveau de contrainte inférieur à 0,5 fois
la contrainte limite, c'est-à-dire à la moitié de la contrainte limite, c'est-à-dire on observe expérimentalement une proportionnalité entre la contrainte et la déformation du fluage. Donc pour un niveau de contrainte, c'est-à-dire inférieur, c'est-à-dire à la moitié de la contrainte limite, c'est-à-dire la contrainte limite au-delà duquel on sort du comportement élastique. Qu'est-ce qu'on va observer? On peut voir que, expérimentalement que une proportionnalité, c'est-à-dire que la contrainte elle est proportionnelle à la déformation. Donc on peut écrire quoi? Donc epsilon, la déformation, elle était en fonction de t, c'est-à-dire la fois passée on écrivait t0, maintenant on l'a appelé tau, c'est un temps. Donc égal à epsilon au temps t moins epsilon de la relaxation, plutôt r du retrait fois t, on va voir c'est quoi, égal à j, la complaisance fois sigma. Donc epsilon c'est j fois sigma, donc c'est bon. Et c'est l'intervalle entre les deux déformations, la déformation à l'instant tau et la déformation à l'instant t. Ou bien on peut écrire aussi sigma epsilon m, c'est-à-dire du matériau égal à epsilon i moins epsilon f. Donc égal à quoi? I c'est sigma sur E plus F du fluage. Donc on va voir ces termes. M c'est la déformation mécanique, epsilon M. La déformation de retrait, epsilon R. Donc elle est indépendante du chargement. Et I c'est la déformation instantanée au moment du chargement. Donc on a une déformation instantanée, donc au moment tout, ok, moins epsilon F c'est la déformation du fluage à l'instant T pour un âge de chargement. C'est-à-dire le fluage, c'est pour ça, c'est-à-dire du retard. Ok. Donc à l'instant T, on a une déformation et on a une déformation à l'instant T, c'est-à-dire du fluage. T, c'est l'incrément de contrainte à l'instant T. L'incrément, c'est-à-dire la variation, l'évolution, c'est-à-dire le delta T. Et J, c'est la complaisance du fluage à l'instant T pour un âge de chargement T. Donc, on peut écrire plus simplement que sigma d'un matériau, bien mécanique, epsilon mécanique plutôt, égale quoi? C'est-à-dire la déformation mécanique, c'est quoi? C'est la déformation instantanée à l'instant T, okay? Plus la déformation du fluage. La déformation du fluage qui est reliée à la complaisance. Donc par ailleurs, on peut aussi définir un noyau de fluage. On peut écrire aussi que, c'est-à-dire d'autre part, le epsilon f, c'est-à-dire la déformation du fluage, égale à phi sur E fois sigma. Donc on a c'est-à-dire inséré un nouveau terme phi qui est fonction de t, c'est-à-dire en général le temps en général et l'initiation, le temps c'est-à-dire où on appliquait la charge. Donc relié à la complaisance de fluage par, donc on peut écrire que J égale à quoi? Égale à 1 plus phi sur E. 1 plus phi, donc si on va revenir c'est-à-dire aux équations précédentes, on peut, c'est-à-dire insérer le epsilon f et avoir c'est-à-dire cette nouvelle écriture ou bien cette nouvelle équation. Donc J, la complaisance. Donc les différentes modélisations existantes consistent à définir l'expression analytique de J ou bien de phi en fonction d'un certain nombre de paramètres matériaux, donc les paramètres intrinsèques du matériau comme le module E, le module de Young. Donc ça, c'est-à-dire les modèles développés donc, se basent surtout sur ces deux paramètres, c'est la complaisance et le noyau du fluage. Donc la complaisance du fluage et le noyau du fluage. On passe, c'est-à-dire pour faire la modélisation d'un phénomène ou bien c'est-à-dire d'un comportement, il faut revenir au modèle rhéologique, c'est-à-dire de base. On a vu ça normalement au début, mais on va faire, c'est-à-dire un petit rappel, c'est-à-dire ce qui est nécessaire ici, c'est-à-dire on va revenir au modèle qu'on a vu parce que c'est des modèles normalement viscoélastiques. Donc on a vu, c'est-à-dire précédemment quelques modèles, mais on va c'est-à-dire faire le rappel. Donc les instruments les plus classiques de la modélisation rhéologique sont constitués par un ressort, automatiquement pour le E, c'est-à-dire pour l'élasticité qui modélise un solide élastique parfait, et un amortisseur, donc celui d'un fluide visqueux newtonien. Donc le comportement viscoélastique linéaire est représenté en général par la construction d'un modèle constitué d'un assemblage de ressorts et d'amortisseurs. Donc
on peut avoir un seul ressort et un amortisseur, comme on peut avoir plusieurs, c'est-à-dire une série en parallèle, donc selon le type de modèle. Donc il s'agit donc d'un modèle symbolique et analogue. Donc le matériau viscoélastique sera représenté par une association de ressorts et d'amortisseurs en série, en parallèle, plus ou moins complexes. Donc l'équation rhéologique du matériau est obtenue en utilisant les équations rhéologiques des constituants élémentaires, ressort et amortisseur. Donc pour le ressort, on a une équation de modélisation et pour l'amortisseur aussi. Donc, et en respectant aussi les lois d'association en série et en parallèle. C'est-à-dire lorsqu'on met un ressort avec amortisseur en parallèle, donc c'est pas la même chose qu'on les met en série. Donc l'écriture, c'est-à-dire ça diffère. Par exemple, si on a un ressort, donc on peut écrire la loi de Hooke directement, le sigma égale à E epsilon. Donc ça, c'est l'écriture linéaire. C'est pas en espace. En espace, on a les trois directions, x, y, z, mais c'est-à-dire ici en rhéologie, on modélise toujours par une seule direction. Donc, selon un seul axe. Par exemple, pour l'amortisseur, la viscosité, et ça c'est l'amortisseur, coefficient d'amortissement ou bien la viscosité. Donc on peut écrire que sigma égale à eta fois d epsilon sur d, ou bien eta fois epsilon point. C'est-à-dire on écrivait point. Donc représentation rhéologique d'un solide élastique et d'un liquide newtonien. Ça, c'est-à-dire lorsqu'on a la viscosité seule, on l'appelle un liquide newtonien, donc parce que le liquide il a une certaine viscosité et newtonien, c'est-à-dire c'est référé à Newton. On commence par le modèle de Kelvin-Voigt, on a vu ça ensemble, on a même fait une application ensemble. Ce modèle résulte de l'association en parallèle d'un ressort de module d'élasticité E0 et d'un amortisseur de coefficient de viscosité eta. Donc, des fois, on écrit G, c'est-à-dire si on a une contrainte de cisaillement, donc on a le module de cisaillement G. Si on a une contrainte normale, par exemple la compression bien traction, c'est-à-dire c'est le module E, le module d'élasticité longitudinale. Et on a la viscosité. Donc il est particulièrement bien adapté pour présenter le comportement d'un solide. Par exemple, un solide, s'il a un comportement visco-élastique, donc on peut le modéliser de cette façon. Donc on peut mettre, c'est-à-dire un solide, c'est-à-dire un ressort en parallèle avec un amortisseur. Et la contrainte, elle est appliquée dans les deux côtés. Ça, c'est le solide. Le solide qui a un comportement viscoélastique, on peut le modéliser de cette façon. Donc, le epsilon R et A, c'est les déformations. Et sigma R et A, c'est les contraintes respectives dans le ressort et l'amortisseur. Donc, on a quoi? Sigma R égale epsilon E0 fois epsilon R, ça pour le ressort, et ça pour A, c'est l'amortisseur. Et sigma A, donc on a vu ça, égale à eta fois d epsilon A sur dt. D'après les lois d'association en parallèle, la déformation et la contrainte totale s'écrivent comment? Si on a, c'est-à-dire un ressort avec un amortisseur en parallèle, donc, et on applique une contrainte dans les deux côtés, automatiquement, ils ont tous les deux la même déformation. Ils auront la même déformation. Donc, c'est-à-dire si on appelle la déformation totale epsilon, elle est égale à la déformation du ressort et elle est égale à la déformation de l'amortisseur. Mais la contrainte, elle va c'est-à-dire disperser. Donc, elle va, c'est-à-dire se trancher en une partie pour le ressort et une partie pour l'amortisseur. Donc l'équation rhéologique, comment on va l'écrire? On va, c'est-à-dire si on passe par les étapes qu'on a vues à l'application dans, je pense, je m'excuse, dans le chapitre 1. Donc on avait fait, c'est-à-dire si on va, par exemple, remplacer le sigma R et sigma A ici, et ensuite sigma epsilon R égale à epsilon A égale à epsilon. Donc on aura la solution de cette équation, c'est sigma égale à E0 fois epsilon plus eta fois d epsilon sur dt. C'est une fonction, c'est une équation du deuxième degré. Donc en résolvant cette équation différentielle, on obtient l'expression de la fonction de fluage de Kelvin-Voigt. Donc on aura ça, J
de t égale à 1 sur E0 fois 1 moins epsilon 1 sur tout. Donc, c'est-à-dire la résolution, si on va résoudre cette équation, donc on aura la résolution de epsilon. On aura une équation de epsilon. OK. Et d'autre part, on sait que epsilon égale à quoi? Égale à j fois e. Donc, si on va remplacer le epsilon par la solution qu'on a trouvée et la remplacer dans j, donc on aura cette écriture. J égale à 1 sur E0 fois epsilon. Donc, ça, c'est la solution de l'équation de Kelvin-Voigt. Donc, avec taux égale à quoi? On a vu ça, taux, ça y est. Donc, taux égale à quoi? C'est l'état sur E0. Donc, si vous vous rappelez de l'application qu'on a vue ensemble, on a trouvé que epsilon égale à 1 moins, donc égale à sigma 0 fois 1, moins E, c'est-à-dire à l'exponentielle, moins donc 1 sur t sur tout. Donc, g, on écrivait g sur état fois t. Donc, c'est la même chose. Cette fois-ci, au lieu de d'écrire G, c'est-à-dire on a utilisé le module longitudinal et on appelle tout état sur O, on appelle tout. Donc, possédant les dimensions d'un temps et qui est appelé temps de retard. Donc, c'est-à-dire pour le différencier, au lieu d'écrire T, ici on a le T, mais ça c'est un temps, il est bien précis, c'est le temps de retard ou bien de fluage. Donc, on aura J, la complaisance, en fonction de tout. Donc, c'est cette fonction parabolique. Donc, la relaxation est impossible avec ce modèle, car il ne peut pas subir une déformation instantanée qui conduirait à une contrainte infinie. Donc, on ne peut pas faire, dans le modèle de Kelvin-Voigt, on peut faire, c'est-à-dire appliquer un essai de fluage, mais on peut, c'est-à-dire appliquer une contrainte et c'est-à-dire obtenir l'évolution de la déformation, mais l'inverse c'est impossible, c'est-à-dire on ne peut pas appliquer une déformation qui est instantanée. Donc la déformation elle est toujours liée au temps. Donc on ne pourra pas avoir c'est-à-dire la contrainte infinie. D'accord? On passe au modèle de Maxwell aussi, mais la différence c'est que l'amortisseur et le ressort ils sont en série. Vous remarquez ici E0 et état, donc en série. Qu'est-ce qu'on peut écrire ici? Si vous remarquez pour les déformations, donc la déformation totale égale à la somme, c'est-à-dire pour avoir la déformation de ce matériau qui est viscoélastique, donc la déformation totale égale à la déformation du ressort plus la déformation de l'amortisseur. Tandis que pour la contrainte, c'est la même. Donc lorsqu'on applique une contrainte ici, donc elle va rester la même. Donc on aura sigma égale à sigma r égale à sigma r, a et epsilon égale à epsilon r plus epsilon a. Donc on aura des epsilon sur dt, c'est-à-dire pour résoudre cette équation, on a vu ensemble, égale à d'epsilon r sur dt plus d'epsilon a sur dt. Donc l'équation est logique du modèle de Maxwell. Donc, on va introduire le 1 sur E0, donc ici, et sigma. Donc, au lieu d'écrire epsilon, on a, c'est-à-dire remplacer epsilon par, c'est-à-dire sa quantité. Donc, après intégration de cette équation, on trouve, donc c'est une équation du premier degré. Donc, on aura le JT égale à 1 sur E0. Elle est plus simple, donc, que celle de Kelvin-Voigt. Donc, le J égale à 1 sur E0 plus C sur état. Et le R, donc, égale à quoi? Donc, J, c'est la complaisance de fluage et R, c'est-à-dire à la relaxation égale à E0 fois exponentielle, ou bien E0 exponentielle moins T sur taux. Taux, c'est toujours le temps de retard de notre fonction de relaxation. Donc, cette fois-ci, c'est une application de relaxation. Les réponses de ces deux fonctions sont représentées sur la figure ci-dessous. Donc, pour la réponse de fluage, réponse en fluage, c'est-à-dire l'application le fluage, c'est l'application d'une contrainte et l'évolution de la déformation. Donc, on aura ça. Donc, on aura J augmente, c'est une c'est-à-dire relation linéaire. Tandis que pour la relaxation, donc elle diminue donc, en courbure. Donc elle est, c'est-à-dire elle est non linéaire. Donc il y a diminution de la relaxation.
Pour le modèle de Zener, donc c'est un autre modèle, c'est un modèle constitué d'un modèle de Kelvin-Voigt associé en série avec une notion de module d'élasticité. Vous remarquez, c'est-à-dire pour un seul, on peut, c'est-à-dire modéliser n'importe quel type de matériau, donc selon son comportement. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait Zener, il a ajouté un ressort au modèle de Kelvin-Voigt. Et ensuite, il va écrire les équations rhéologiques. Donc, en suivant le même raisonnement entre l'élément de Maxwell et connaissant aussi, c'est-à-dire quand il y a c'est-à-dire une combinaison entre maintenant Maxwell, donc un ressort en série, avec le modèle de Kelvin-Voigt. C'est-à-dire, il y a Kelvin-Voigt et il y a Maxwell pour donner le modèle de Zener. Donc, qu'est-ce qu'il va appliquer? Donc, c'est-à-dire, il a pris le même principe, celui de Maxwell et de Kelvin-Voigt. Donc, il a trouvé l'équation de Zener, c'est E0 plus E1 fois sigma plus état de sigma sur dt égale à E1 fois E0 epsilon plus état. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est juste, il a remplacé par l'heure, c'est-à-dire, on va écrire, c'est-à-dire l'équation de Kelvin-Voigt ici. Ok? Mais qu'est-ce qu'on va remplacer? Si on les met en série, automatiquement, que la déformation du matériau, c'est la somme des deux déformations. C'est-à-dire la déformation epsilon 1 plus la déformation du module de Kelvin-Voigt. Ok? Et pour les contraintes, c'est les mêmes. La contrainte reste la même. Donc la contrainte appliquée, c'est la contrainte sigma 1 égale à la contrainte de Kelvin-Voigt. Et on va les remplacer, c'est-à-dire dans les équations rhéologiques, donc pour avoir ce type d'équation. C'est l'équation de Zener. Vous remarquez qu'il y a une dérivée, la dérivée de la contrainte, il y a la dérivée de la déformation. Au vu des faiblesses observées pour les trois modèles étudiés précédemment, donc il y a un manque, il est évident qu'ils s'adaptent très mal à nos données expérimentales et qu'ils ne peuvent pas fournir une bonne modélisation pour notre matériau. Parce qu'en réalité, c'est-à-dire ces types de modèles qu'on a vus, c'est des modèles très simples. Mais en réalité, pour un matériau quelconque, donc il y a une certaine complexité. Donc il faut avoir d'autres modèles qu'on appelle des modèles analogiques généralisés. C'est-à-dire on n'a pas un seul ressort avec un seul amortisseur, mais il y a plusieurs qui sont en série ou bien en parallèle, ce qu'on appelle Maxwell généralisé ou bien Kelvin-Voigt généralisé. Donc on va voir pour Maxwell, ce modèle est formé d'un assemblage en parallèle de n modèles de Maxwell et éléments élastiques. Donc on aura quoi? Vous remarquez. Donc E0, on a c'est-à-dire un comportement élastique et ensuite plusieurs c'est-à-dire modèles de Maxwell. Et on applique notre contrainte dans les deux côtés. Donc, et on peut écrire l'équation de comportement. Donc, c'est la somme. C'est-à-dire selon le nombre de modèles qu'on a ou bien de ressorts et d'amortisseurs. Donc, état K fois d sigma K égale à 1. Donc, d sigma sur dt plus E K sigma égale à la somme de E état d epsilon sur dt plus E0 état K fois d epsilon sur dt plus E0 fois EK fois epsilon. Donc, si on revient, c'est-à-dire on compare cette équation avec celle de Zener, elles sont presque les mêmes, mais cette fois-ci, il y a la somme. Donc, la somme de ce qu'on a comme nombre. Donc, si on revient à Zener, vous remarquez qu'est-ce qu'on a? E0 plus E1, sigma plus état fois d epsilon. Mais cette fois-ci, on fait la somme des états fois. Ok? Donc, selon le nombre qu'on a, on aura notre modèle de Maxwell généralisé. La fonction de relaxation de cette équation, donc c'est R égale à E0 plus la somme de EK exponentielle moins EK sur état K fois T. Pour le Kelvin-Voigt généralisé, la même chose cette fois-ci, c'est-à-dire on les prend en série. C'est-à-dire le Kelvin-Voigt qui est en parallèle, on va prendre plusieurs modèles de Kelvin-Voigt en série pour le généraliser. Pour le Maxwell qui est c'est-à-dire en série, on va prendre plusieurs modèles de Kelvin-Voigt qui sont en parallèle, on va les mettre
c'est-à-dire qu'ils sont en série et on va les mettre en parallèle. Donc c'est l'inverse. L'équation caractérisant la relation entre les contraintes et les déformations, donc on va voir ce type d'équation, c'est-à-dire la somme de la partie déformation égale à la somme de la partie de contrainte. La fonction de retard de cette équation, donc on peut l'écrire JT. Donc 1 sur E0, donc la complaisance à l'état initial, plus le temps de retard, le tout, c'est le T sur état, plus la somme de ce qu'on a comme le nombre, c'est-à-dire de amortisseurs et ressort. Et enfin, on va terminer. Donc, j'ai essayé, c'est-à-dire de vous donner le minimum dans ce chapitre. Parce que, c'est-à-dire, on n'a pas le temps de faire des applications. Donc, il faut juste réviser, c'est-à-dire ce qui est essentiel dans le cours, les applications, même l'application des équations. C'est-à-dire, je vais essayer de vous donner peut-être un type de Kelvin-Voigt, c'est-à-dire pour résoudre une équation de Kelvin-Voigt ou bien de Maxwell, c'est-à-dire les plus simples. C'est tout. Donc, je vous laisse ici, c'est-à-dire vous revoir pour le 5e chapitre, Inch'Allah. Assalamu alaikum.